Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui on reçoit le cofondateur de Click & Savor. C'est une collection de e-restaurants autour des cuisines du monde. Notre invité a également participé au lancement de Uber Eats en France. Générique. Salut. Salut Léo. Comment ça va ? Écoute, je suis accoudé au comptoir, ça fait une éternité. Bah oui, on a voulu essayer de recréer un comptoir, Jérôme. Franchement, c'est le bonheur, tu sais, ce posage de coude. Je suis désolé, je t'ai servi qu'un verre d'eau, mais disons que le cœur y est. On est bien, on est au chaud, on est prêt. Superbe. Ouais. Jérôme, déjà ravi de t'avoir sur le plateau avec nous. Ça me fait vraiment plaisir que tu nous rejoignes. On est très content aussi d'avoir des acteurs comme toi ici chez Tomorrow Food pour représenter l'entièreté de ce qu'est la restauration aujourd'hui. Et justement, pour les gens qui ne connaissent pas Click & Savor, je vais te laisser un peu te présenter et présenter ton parcours en quelques dates clés, si tu veux bien. Bien sûr, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, Léo. Écoute, quelle chance d'être là aujourd'hui pour parler du projet. Donc, Click & Savor, c'est un projet qu'on a lancé avec des copains. Donc, la première idée, c'est en juin 2019. Je pense que la première fois qu'il y a une idée qui se passe autour de la food dans notre tête. J'étais avec ma copine dans une piscine froide de Bali, parce qu'il faut pas aller faut pas aller à Bali en juin, c'est une mauvaise idée. Ah mais oui, parce que là-bas, c'est la saison des pluies, c'est ça ? On est de l'autre côté de l'équateur. Oui, non, c'est une très mauvaise idée. Et donc on venait de se faire un bon nasi goreng, et on s'est dit, mais ça serait bien de lancer un concept comme ça en France, à Paris. Ouais. Je suis en train de faire de l'ASMR. Ouais, un petit peu, tu vas voir, c'est exceptionnel. Non, donc là, voilà, l'idée émerge et on se dit, on faut lancer un concept. On ne sait pas encore trop comment, mais ce qui était sûr, c'est qu'on ne voulait pas le faire de façon traditionnelle. On ne voulait pas faire de la restauration traditionnelle. J'avais vu beaucoup de choses qui est en train de se passer au niveau de la food. Symboliquement, le fait que la livraison est en train d'exploser, c'est fort. C'est-à-dire que finalement, avant, la restauration, c'était toi qui rentrais dans le monde d'un chef. Tu allais chez lui. Là, le schéma s'inverse. C'est le chef qui vient chez toi. Donc, il y a quelque chose en termes de service qui est en train d'évoluer. Et au niveau de ce qui est proposé, la façon dont on le fait, on voulait faire les choses autrement. Et donc, on a un peu mûri notre projet comme ça jusqu'à septembre 2019, où on commence à rassembler un compte de résultats, ce que c'est que la restauration finalement, quels sont les coûts, ce que c'est qu'une marge, etc. Mais on se rend compte que dans la food, dans la restauration, finalement, la part de coût matière, ce que tu as vraiment dans l'assiette, ça représente en moyenne, dans les données que j'avais collectées, 1/5 de ce que tu payes finalement sur l'addition. Donc ça veut dire qu'il y a 4/5 qui sont autre chose, qui sont des loyers, qui sont du salaire de personnes qui font de la manger, mais aussi de salaire de personnes qui n'en font pas. Et on se dit, il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on aille chercher, que gratter ça dans ces 4/5 pour baisser le prix. Le sentiment fort qu'on a, c'est que dans ce qui est en train de se passer dans la food, l'explosion de delivery, il y a toute une partie de la population qui est oubliée de ça. Quand tu factures un burger à 15 €, tu oublies qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se payer un burger à 15 €. Alors que l'expérience est dingue. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu es assis sur ton canapé, tu commandes depuis ton téléphone et on vient te faire à manger. Tu n'as pas besoin de faire de courses, tu n'as pas besoin de faire à manger, tu n'as pas besoin de faire une vaisselle. Non, mais c'est dingue, c'est 70% des tâches ménagères qui sautent d'un coup. Donc quand tu vas voir des classes populaires qui ont des plus petits pouvoirs d'achat, il faut pour pouvoir leur proposer quelque chose de moins cher. Et on n'avait pas envie de rogner sur les coûts matières, et ça ne fait même pas sens de rogner sur les coûts de matière quand c'est une si faible contribution. Ce qui fait sens, c'est de rogner sur tous les autres coûts et donc de penser différemment le modèle. Et donc l'approche, de toute façon, on n'avait pas énormément d'argent dans les poches, donc on ne pouvait pas non plus ouvrir un grand resto dans une grande rue parisienne, ça ne marchait pas. Et donc l'approche qu'on a eue, ça a été de se dire, ok, comment je fais pour réaligner mon prix avec mes coûts matières ? Et donc on a commencé à se dire, mais ce qu'il faut, c'est déjà pas avoir une cuisine au centre de Paris, ça coûte beaucoup trop cher, donc il faut qu'on ait une cuisine en proche banlieue, là où les loyers sont très faibles, une grande cuisine. Et après, dans Paris, il faut qu'on ait des boutiques qui soient des points relais pour du click and collect ou pour de la food, qui ne nécessitent pas d'extraction, donc pas de porte élevée, et tu sais toi que ça coûte très très cher. Ouais.
Donc c'est derrière des emprunts que tu dois rembourser, pas des gros matériels, parce que le matériel coûte excessivement cher aussi, donc des fours, tout ce matériel qui est extrêmement coûteux, bah, tu l'as que dans ta cuisine centrale. Que dans la cuisine centrale. Exactement. Et pas besoin non plus de... les salaires qui coûtent cher dans une cuisine, il ne faut pas se mentir, c'est pas le salaire des commis. C'est le salaire du chef, c'est le salaire des managers, du gérant, etc. Donc toute ta structure managériale, tu la rassembles dans ta cuisine centrale et tu le payes qu'une fois, tu ne le dupliques pas pour chaque boutique. Donc quand on a réussi à finir ce calcul à la fin, bah, en fait là où certains restaurants pouvaient se dégager un EBITDA autour de 5%, nous on arrivait à dégager 35%. Donc on se dit, bah, là on a le... Il y a un modèle, il y a un truc qui peut potentiellement tenir. Et on peut baisser les prix. Et on peut aller voir des gens qui... Et aujourd'hui, on arrive, et on n'a pas encore les volumes qui nous permettent encore de descendre, mais aujourd'hui, on arrive à proposer un risotto à 7,90 € à emporter, là où d'autres le proposent à 15 €. Et l'objectif, c'est de le passer en dessous de 5 € sans casser les coûts matières. Encore une fois, les coûts matières, c'est le produit, il faut les préserver. Par contre, tout ce qui n'est pas nécessaire, ça, on l'enlève. Ok. Juste pour que nos spectateurs comprennent un petit peu ton parcours et l'historique, qu'est-ce qui fait que tu as une mécanique qui est un peu différente. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience que tu as eue en septembre 2015 ? Exact. En septembre 2015, je rejoins une grande société à l'époque, en tout cas peut-être un peu moins connue qu'aujourd'hui, c'était Uber. Et j'arrive donc avec mes valises, et en septembre 2015, première mission, me dit tu vas bosser sur Uber Eats. Il y a un projet chez Uber qui est de lancer un service de food un peu calqué sur Deliveroo mais différent. Et on a besoin d'ops, donc tu vas bosser avec eux. Et c'était génial parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le tout premier service Uber, c'était de l'instant food. Ce n'était pas du tout le modèle actuel, c'est-à-dire que c'était des plats chauds qui attendaient dans des voitures, qui roulaient autour de toi. Et quand tu commandais, tu avais le plat chaud qui arrivait directement à toi en 2 minutes 30, c'était des Zoé, je crois. Et le modèle était dingue. Ah mais je me rappelle pas du tout de ça, dis donc. Ça a duré 6 mois. Je pense qu'à un moment donné, ils ont droppé parce que logistiquement, c'était un calvaire. Il faut t'imaginer que tu avais un réseau de livreurs entre les restaurants et un bout de parking Vinci qui était pas loin des champs, où du coup, on ramenait des plats chauds qu'on mettait dans les Zoé. Les Zoé partaient rouler autour des arrondissements. Et dès que le plat était plus chaud, on les rappelait. Et puis, c'était des pertes s'ils n'avaient pas vendu. Et finalement, moi, j'avais trouvé l'idée absolument géniale de disrupter le marché. Il y a un parti pris fort à la base qui est de dire, il y a certains food types que je ne vais pas pouvoir faire. La pizza, je ne pourrais pas en faire. Ok, c'est le best-seller en livraison, mais je ne vais pas en faire. Et grâce à ça, je vais créer un modèle qui change complètement l'expérience client, qui va ramener le temps d'attente à 2 ou 3 minutes. Et je pense qu'ils ont abandonné le projet parce que logistiquement, ça ne scalait pas. C'était difficile de grossir vite. Et surtout, les restaurateurs n'étaient pas équipés pour pouvoir répondre à ce type de service. Il faut imaginer, on allait voir je me rappelle, on était allé voir une nana qui faisait des soupes. Elle avait une toute petite boutique dans Paris et elle devait envoyer 150 soupes chaudes, les maintenir chaudes et nous les donner en 10 minutes. Quoi. Exceptionnel. Donc c'était un calvaire pour eux, c'était un calvaire. Elle avait dû fermer son service pour pouvoir répondre au truc. Et donc c'était pas adapté. Mais j'avais gardé ça en tête, tu vois, l'idée de dire... Le modèle, il peut être changé si tu prends un parti pris fort à la base. Chez Click & Saver, on fera probablement jamais de pizza. On fera probablement jamais de burger. Mais il y a plein d'autres food types qui sont en train de grossir. Et aujourd'hui, le fait qu'on vende autant de pizza et de burgers en livraison, c'est à date, tu vois. Mais les tendances changent et il y a des choses qui émergent. Calquer son modèle uniquement sur le fait qu'aujourd'hui il faut faire de la pizza, c'est dommage. Et donc le parti pris, c'est de dire on ne fera pas ces choses-là, mais il y a des plats en sauce qui se remettent à température très très bien. Il y a des risottos, si tu le travailles un petit peu différemment, tu peux le remettre à température, soit au bain-marie, soit au micro-ondes, sans avoir besoin d'extraction du coup. Oui, bien sûr. Et tu peux envoyer ce plat avec des coûts du coup moins élevés, un prix plus faible, et pouvoir cette fois-ci t'adresser à des gens qui ont un plus petit pouvoir d'achat, sans leur vendre de la merde. Et c'est plutôt une bonne chose. Plutôt une bonne chose. On revient justement à la deuxième partie de 2019. Le projet naît à Bali. Tu commences vous commencez à construire un modèle. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Comment ça se passe ? Du coup, il y a un moment, il a fallu actionner le levier. Comment ça s'est passé ? Tu as trouvé des investisseurs ? Tu as été voir les banques ? Raconte-nous.
Oui, alors nous, on était à fond dans notre projet, c'est-à-dire qu'on commençait à rassembler l'équipe, donc j'avais commencé à trouver mes associés. Et l'idée, on y croyait à mort, c'est-à-dire que sur le Excel, ça marchait, quoi. Souvent, sur Excel, ça marche très bien. Ça marchait très bien, et puis ça accrochait bien. Il y avait un pitch, il y avait un impact social, il y avait une volonté de faire du social. Et finalement, en fait, on a quand même eu beaucoup de mal parce que les banques n'ont pas voulu nous prêter, quoi. On se prenait les portes tour à tour. Pourquoi? Pas parce que le modèle était mauvais, parce que ça reposait sur le principe qu'on allait fonctionner uniquement sur de la livraison et de la vente emportée, quoi. On ne ferait pas de service en salle. Et là, c'est pas ça la restauration. Ouais. Les banquiers nous disaient, mais ça, c'est pas un modèle de restauration. Mais c'est bizarre parce qu'en plus, tu te dis, dans 2019, tu as déjà les Gilets jaunes qui ont déjà mis un sacré coup aux restaurateurs. Sur la fin de l'année, il y a eu ces énormes grèves avec la SNCF. Déjà, au-delà même de ce qui nous est arrivé cette année et ce qui est en train de nous arriver, il y avait déjà des indicateurs. Et au-delà de ça, et la croissance de la livraison, c'est quand même dingue de se dire que même à ce moment-là, pourtant, tu vois, deuxième partie de 2019, c'est pas il y a 5 ans, quoi. Tu vois, les livreurs t'envoyaient déjà partout, Deliveroo et Uber Eats dans Paris, quoi. Je vais te dire, je pense que même encore aujourd'hui, tu as des acteurs financiers qui n'ont pas encore compris. L'essentiel, nous, a compris, et donc on en parlera après, mais nous, ce qui a complètement changé en 2020, c'est que les gens se sont mis à comprendre ce qu'on faisait, à se dire, mais en fait, c'est ça le futur. Ouais. Et là où, en début 2019, personne ne nous parlait, en 2020, aujourd'hui, je te le disais, on a toutes les banques qui tapent à notre porte. On est en train de lever du crédit, aussi sur du dilutif, c'est du capital. Et là, on va pouvoir exploser le projet parce que, en fait, le confinement, nous, on n'en a pas tellement souffert. Ouais. Et qu'on a construit un modèle autour du concept de livraison et de vente à emporter. Quand j'en parle à mes potes, ils me disent tous qu'on a eu un gros coup de chatte, mais je pense qu'au final, ça a été qu'un catalyseur qui avait une tendance de fond. Tu as peut-être gagné sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais disons que le processus je dirais pas changement, mais d'évolution des méthodes de consommation, parce que la restauration dite traditionnelle, service à table, vit, et à mon avis vivra encore de très beaux jours, mais effectivement, il y a de nouvelles manières de consommer, entre autres la livraison et le click and collect, le fait de ne plus aller consommer son expérience sur place, mais de l'emporter ou de la consommer chez soi. Et là-dessus, je te rejoins complètement. Du coup, comment ça s'est passé? Les banques ont commencé à te dire non? Oui, alors donc les banques disent non, etc. Puis tu vois quand même, nous on avait l'objectif de lancer en janvier 2020. Je pense que c'était quelque part dans notre tête et on s'était dit il faut le lancer. Et on disait mais on va pas ne pas y aller parce qu'on ne nous prête pas. Donc on a rassemblé ce qu'on avait dans notre poche et on a dit on va y aller comme ça et on va leur montrer. Et on va leur montrer que, et peut-être que dans 6 mois ils comprendront, peut-être que dans 8 mois ils comprendront. Et j'avoue qu'il y a eu un petit côté tête brûlée là, à ce moment-là, parce que tu pars, tu sais pas. On avait finalement dans les poches de quoi financer une boutique et une cuisine, un bout de cuisine centrale, quoi. Et notre modèle, il prend sens quand tu as plusieurs boutiques, sinon tu as juste dupliqué tes loyers, quoi. Sinon, tu dépenses beaucoup d'argent, par contre, tu n'en gagnes pas beaucoup. C'est ça. Et on y va comme ça. On ne sait pas comment on va financer les autres boutiques et on y va comme ça. Et en fait, je me rappelle, la première semaine, 1er janvier 2020, c'est pas la fiesta. Hein. Ouais. C'est pas la fiesta. On démarre, faut t'imaginer, on démarre en 1er janvier. On est... On fait du risotto. On démarre avec la première marque qui est du risotto. On a fait une collaboration où on a pris quelques sous qu'on avait dans notre poche. On a eu la chance de rencontrer un super acteur, un cabinet de conseil qui s'appelle Coben Group, qui a été monté par le président des alumni de Ferrandi. Donc quelqu'un qui a un réseau, et on se fait accompagner par un chef qui s'appelle Eric Robert, qui est MOF et ancien prof connu de Ferrandi. Un gars super qui nous accompagne sur différentes recettes et dont le risotto, et qui nous dit voilà, on pourrait le travailler comme ça, si on le fait comme ça, vous allez voir, on va pouvoir le réchauffer potentiellement même au micro-ondes, et on met un peu d'argent là-dedans pour construire cette première marque qu'on lance dans notre première boutique rue de Chabrol. Et 1er janvier, voilà, donc tu as une marque de risotto. Je pense que c'était la première marque de risotto en France, uniquement en livraison. On faisait que du risotto. Et la première semaine, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on fait moins de 100 commandes sur la semaine, largement, quoi. Et en plus, on n'était que sur Uber Eats. Et donc la première semaine, on se dit, oula, ça va être compliqué. Les signaux, mais alors du coup, que sur Uber Eats, oui.
On n'était même pas ouvert au public à ce Il moment-là. n'y avait même pas encore la boutique qui était ouverte. Et du coup, vous avez tenté de communiquer, il y a eu un truc où vraiment tu t'es dit, vas-y, on lance, on se met dessus, on voit ce que ça donne. Je pense, non, il y a ce côté, on y va. En fait, il n'y a pas. C'est le rôle un petit peu du dernier associé qui nous a rejoint, là, qui va nous rejoindre dans les prochains jours. On n'a pas de bon profil marketing dans l'équipe. Moi, je suis un ingé pur et dur. Et on a un ops, on a un financier, mais il n'y a pas de vraie sensibilité marketing. Et donc, même pendant 10 mois, globalement, on n'a pas beaucoup marketé. Ouais. Et malgré tout, alors là, c'était la première semaine, mais petit à petit, en fait, le marché, il est venu. On a ouvert au public, on a commencé à avoir des gens. Et au point, je vais respecter la chronologie, mais quand on arrive en avril, on a maintenant les sous pour pouvoir lancer 2 autres boutiques, quoi. Et on arrive à grossir. Et là, petit à petit, et donc les banques commencent à nous parler autrement, à nous considérer. Voilà, je te laisse reprendre la... Du coup, départ en janvier, là, on va le dire, tu poses tes cojones sur la table, si je peux me permettre, en disant, OK, on avance. Tu vois que les choses commencent à évoluer plutôt de manière positive. Et c'est là qu'on arrive au moment fatidique, mi-mars 2020. Celui-là, on ne l'a pas anticipé. Bam, tout le monde se retrouve confiné. La question de comment est-ce que je vais remplacer ces moments de plaisir que je vivais au restaurant, que je vivais au bar, que je vivais dans des corners de street food, sur des food markets, peu importe, mais en tout cas là où je sortais de chez moi pour aller consommer, comment est-ce que je vais remplacer ça ? On voit qu'il y a 2 solutions. Soit tu te fais kiffer dans tes courses, puis tu vas acheter de la bonne viande, tu vas acheter du bon fromage, des beaux légumes, enfin en tout cas tu multiplies ton panier moyen de courses par 2, voire par 3. Soit effectivement tu vas te diriger vers les plateformes de livraison ou le click and collect pour ce qui est de ton périmètre, enfin de ton fameux kilomètre. Est-ce que tu as directement, enfin déjà, qu'est-ce que tu t'es dit au moment où on t'a annoncé le confinement ? Et je poserai ma deuxième question après. Ok. En fait, j'ai l'impression que tout le monde dit la même chose sur le confinement, c'est-à-dire que tout le monde le voyait un peu arriver de loin, mais en fait, je pense encore plus quand tu es en train de monter ta boîte, tu as la tête dans le guidon, tu pédales, et à un moment, tu réalises qu'il y a un fossé. Et tu te dis, bon, de toute façon, il se passera ce qui se passera. On ne savait vraiment pas ce que ça allait faire, parce que globalement, tu avais plein d'effets qui se compensaient. Tout le monde parle évidemment de la fermeture des restaurants, mais il faut se rappeler aussi qu'on vit une période où tout le monde a déserté Paris. Tous ceux qui pouvaient partir, et la clientèle de Uber à ce moment-là, et qui encore aujourd'hui qui est en livraison, c'est du CSP+, majoritairement, donc des gens qui ont pu quitter Paris. Donc tu as cet effet-là, tu as l'effet, évidemment, plus de possibilité d'aller au restaurant, donc les gens commandent. Tu as aussi beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de réserves, donc tu te dis, bon, ils vont consommer ces pâtes par kilo qu'ils ont achetées. C'est montagne de PQ. C'est montagne de PQ, exactement. Non, mais et donc tu sais pas exactement. Et en fait, la première semaine, on a pris un raz-de-marée dans la tête. Déjà, on savait même pas si on allait pouvoir rester ouvert. C'était la première chose. C'est-à-dire que il y a eu jusque très longtemps le doute, est-ce que la livraison serait permise ? Et par exemple, aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'à 21h30, plus personne ne fait de livraison. Donc ça aurait pu sauter la première fois, ils ne l'ont pas fait sauter. Et donc, on s'est retrouvé avec toute la demande qui passait online et toute l'offre qui n'y était pas. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'acteurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les acteurs quasiment sont présents en online, mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Et ceux qui étaient présents l'étaient en complément, c'est-à-dire n'avaient pas forcément une structure qui leur permettait de vivre que comme ça. Nous, notre modèle avait été pensé là-dessus, c'est-à-dire que en fait, on a perdu un petit peu de clientèle en direct, mais qui a été surcompensée par la vague de commandes qu'on s'est pris. Et ce qui a été magique, c'est qu'on a réussi à tout envoyer. Je me rappelle la première semaine, on se prend... normalement, il y a une personne en boutique, il faut t'imaginer, et la personne s'est pris l'équivalent de 300 commandes sur une journée. Il y avait des files d'attente de livreurs qui étaient dehors parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être à l'intérieur. Et là, il y avait les mesures d'hygiène, donc ça se patientait sur tous les 2 mètres sur la rue, etc. Et on envoyait comme ça, et on a réussi à envoyer toutes les commandes. Et donc en fait, on a dit, notre modèle, il pourrait marcher à grosse échelle. C'est la première fois où on s'est dit, mais en fait, si on arrive à créer des marques, une communauté, des choses qui marchent,
le modèle opérationnel fonctionne. C'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer ces volumes avec une seule ressource en boutique, on est capable de produire ça dans la cuisine centrale, etc. Donc ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine, cartonne, etc. Puis petit à petit, il y a eu rééquilibrage parce que tu as beaucoup d'acteurs qui sont arrivés en livraison. Tu as tous les acteurs. Je me rappelle, à un moment, j'ai réalisé que l'hippopotamus était en livraison. À ce moment-là, tu te poses vraiment des questions. Tu te dis, ça y est, on vit dans un monde numérique. La vie 2.0 hippopotamus peut te livrer, exceptionnel. Non, mais c'est ça. Et donc là, petit à petit, tu as eu toute l'offre qui est passée en ligne. Et donc, tu as eu un équilibrage. Et donc, on est repassé sur des volumes qui étaient traditionnels, mais qui étaient dans la continuité de notre croissance, où on continuait à grossir chaque mois. Et donc, finalement, bon, à part ce pic, les 2 premières semaines, on a une courbe de croissance qui est assez linéaire sur toute l'année. Tu nous fais quand même une belle croissance. Hein. Évidemment, en tout cas, nous, on n'a pas à se plaindre. Mais le vrai truc qu'on a senti, en fait, tu es obligé d'avoir ce type de croissance quand tu lances ta société. C'est ce que tu attends. C'est ce que tu vends à tes investisseurs. Exactement. Mais ce qui a vraiment changé, c'est le regard des financeurs sur notre business model, et notamment des financeurs bancaires. Nos préférés. Nos préférés, mais ceux qui sont indispensables, ceux qui font tourner l'économie et l'artisanat. Ceux sans qui ça ne pourrait pas fonctionner, effectivement. Exactement. Et donc là, du coup, tu retournes voir des partenaires bancaires, ils viennent te voir, et du coup, tu peux mettre un coup d'accélérateur, c'est comme ça qu'on peut le dire ? Exactement. Alors, le coup d'accélérateur, il est maintenant, puisque on va le recevoir, le premier prêt, on va le recevoir cette semaine. On a un deuxième prêt qui va potentiellement arriver. On est en train de boucler une levée de fonds aussi, avec pas mal d'argent pour grossir. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'ouvrir de 4 à 5 autres boutiques. Donc, mailler complètement déjà le territoire parisien, être proche du consommateur, c'est quelque chose qui est hyper important dans notre métier, que ce soit en livraison ou en click and collect. Et puis, pour investir lourdement sur le produit, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui l'impasse qu'on a fait un petit peu, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a pu avec les sous qu'on avait pour essayer de travailler les recettes, mais il y a beaucoup de R&D quand on a un modèle comme celui-là et qu'on ne peut pas faire n'importe quel plat comme ça du jour au lendemain. On ne peut pas créer des recettes comme ça, il faut les penser différemment. Et donc là, aujourd'hui, on va pouvoir faire rentrer un chef plutôt capé, dont je ne dirai pas le nom encore parce qu'il n'a pas encore signé. Mais on espère qu'il va signer. Et on espère qu'il va signer, et quelqu'un qui commence à être plutôt connu dans le milieu. On a donc Nicolas qui nous rejoint et qui va porter ce produit. On va investir aussi dans la communication. Tu me parlais tout à l'heure de PR. On n'a jamais fait ça jusqu'à présent. On était sous le radar. Là, aujourd'hui, on va vouloir parler de nous, on va vouloir parler de notre produit, on va parler de notre histoire. C'est des choses qu'on commence et qui vont arriver dans les prochains mois, normalement. Je te le souhaite, en tout cas. Juste pour qu'on comprenne bien, en gros, aujourd'hui, tu as une cuisine centrale qui est autour de Paris. Aujourd'hui, c'est 2 points de vente, c'est ça ? Non. 4. 4, autant pour moi. 4 points de vente. Du coup, tu nous parlais tout à l'heure de marques. Ce qui veut dire que demain, tu as 3 marques différentes. Ces 3 marques, on va pouvoir les retrouver dans chacune des boutiques ? Exactement. Le concept de marque, c'est quelque chose qui marche bien avec les plateformes. C'est-à-dire que c'est une consommation très particulière. La plateforme Uber Eats et Deliveroo, c'est un peu Netflix. C'est-à-dire que le soir, quand tu te fais un Netflix, tu te dis d'abord, est-ce que j'ai envie de me faire une comédie, un thriller, un film d'action ? C'est pareil, sur Uber Eats, tu te dis, est-ce que je vais me faire un thaï, un japonais ou un italien ? Et donc, il faut pouvoir rentrer dans ces cases. Si tu ne rentres pas dans ces cases, c'est plus difficile d'être référencé. C'est la première chose. Donc, finalement, au-delà de ce que tu veux faire gastronomiquement, à un moment donné, la façon de le marketer pour répondre aux plateformes, c'est de faire ce système par marque et par food type. Maintenant, il est pas forcément cohérent dans la vision. C'est-à-dire, à la base, nous, quand on réfléchit à ce qu'on veut faire comme food, on réfléchit plus par ce qu'on appelle, alors le mot anglais, c'est use case, mais par type de besoin. C'est-à-dire qu'on se dit, à qui on a envie de proposer nos repas ? Est-ce que c'est le dîner en amoureux ? Est-ce que c'est le sportif qui a besoin d'un repas hyper protéiné avec très peu d'acides gras ? Est-ce que c'est
n'importe quoi, le comfort food, le gars qui, le soir de match, qui a juste envie de se faire un truc un peu guilty, un peu gras. Et je pense que la façon dont on réfléchit nos marques, c'est tout le temps de se dire, voilà, à qui on a envie d'offrir ça. Et après, tu essayes de le faire rentrer dans des marques pour que ça puisse répondre à un use case. Et je pense que l'idée, c'est qu'une marque, c'est difficile aujourd'hui, nous, d'imaginer qu'une marque puisse répondre à plusieurs use cases. Ok. Et c'est un petit peu problématique parce que aujourd'hui, c'est aussi pour ça que tu t'engueules avec ta copine ou tes mômes parce qu'il y en a un qui veut manger. Qui veut manger ci, qui veut manger ça. C'est un peu. Enfin. C'est assez rigolo que tu parles de ça. On a pas mal travaillé, nous, cette année, et on a pas mal discuté avec d'autres acteurs de la problématique des food courtes, de se dire, OK, finalement, comment est-ce que tu es capable de répondre à toute une famille ou à tout un groupe de potes en ayant des offres qui puissent être complémentaires et qui permettent de répondre à tout un persona. Et je me faisais la remarque il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, tu ne peux pas sur Deliveroo ou sur Uber Eats dire attends, je vais prendre un burger de chez un tel, je vais prendre un plateau de sushi de chez un tel et un plat gastro de chez un tel. Tu es obligé de passer différentes commandes qui n'arriveront pas forcément en même temps. Et c'est pour ça qu'on rassemble tout et qu'on a une approche complètement différente sur la vente à emporter, où cette fois-ci, on a l'envie d'être un food court à emporter, donc sans offrir l'hospitalité d'une chaise, mais de dire, voilà, tu vas chercher ton burger dans la marque Guilty, Comfort Food, et toi, va chercher ta salade ou ton bowl dans la marque Elsie. Et donc, je pense qu'à terme, il y aura peut-être un mariage et on va tout rassembler dans un pour pouvoir offrir ça. Aujourd'hui, on joue le jeu des plateformes. Voilà. Une marque, un use case, mais on est en train d'essayer de construire Click & Saver, une marque ombrelle qui, elle, est beaucoup plus large en termes de spectre de besoins. Parce que du coup, on parle beaucoup de Delivery, on parle beaucoup des deux acteurs. J'en ai marre de donner leur nom, donc je vais arrêter de les nommer. Ton modèle, aujourd'hui, il repose énormément sur ces deux plateformes de livraison. Actuellement, là, aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, le modèle repose là-dessus, exactement. Oui, l'idée, c'est de faire du delivery. On pense que le delivery, c'est une expérience dingue. Il y a deux façons de le faire. Soit tu le fais avec les plateformes, soit tu le fais toi-même. En propre. Ouais. En propre. Et financièrement, tu es obligé de vendre plus cher parce qu'aujourd'hui, les plateformes ont des coûts de livraison qui sont plus faibles parce qu'ils ont une économie d'échelle, parce qu'ils ont une densité de l'offre, de la demande. Et donc, si tu veux grossir en proposant du delivery, soit tu augmentes tes prix de façon conséquente et tu le fais toi-même, soit tu joues le jeu des plateformes. Maintenant, il faut à un moment donné prendre en considération le fait qu'il faut construire une marque derrière ça. Et si tu n'arrives pas à construire ta communauté, je pense qu'à un moment donné, tu t'en sortiras pas, quoi. Bien sûr, ouais. Parce que je me permets de rebondir là-dessus, justement, je me faisais la réflexion, aujourd'hui, il n'y a pas un acteur, alors on va utiliser le terme de Dark Kitchen, qui a réussi, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais qui a réussi à surpasser sa marque sur une plateforme pour en faire une marque à part entière. Il y a des gens comme Jean Valfort ou plein d'autres acteurs d'ailleurs. Ils sont de Taster. Oui. Exactement, tous ces gens-là qui du coup ont créé des marques qui existent sur les plateformes, où finalement tu vas les entendre même dans des discussions entre t'as goûté le sando de machin, t'as goûté, mais il n'y a pas encore un acteur qui a réellement investi ou qui a réussi à sortir de la plateforme de livraison. Est-ce que toi, c'est l'ambition que tu t'es donnée ? En gros, je pense pas qu'on puisse le faire sans avoir de vente directe. Un Pokawa, ils sont très présents en livraison, mais ils ont de la vente directe. Ils ont une empreinte physique. C'est même aussi bête que de dire que c'est du marketing offline. C'est-à-dire que quand tu as aujourd'hui, demain, on a 10 boutiques dans Paris, c'est 10 enseignes Click & Saver qui parlent de nous. On a un camion qui vont les livrer, qui est brandé, etc. Donc je pense que, et c'est pour ça que nous, on a tenu à faire du Click & Collect. Click & Saver, à la base, c'était le Click & Collect de la food. Et donc, on croit beaucoup au delivery, on s'en sert, mais l'objectif aussi, c'est de se dire que si à un moment donné, on veut adresser des plus petits portefeuilles, des petits porte-monnaies, il faut que ces personnes puissent venir chercher et ne pas avoir à payer ces 5 ou 6 euros de frais de livraison.
et viennent directement chercher leur plat. Et pour pouvoir répondre à cette clientèle, il faut un maillage fort, donc beaucoup de boutiques dans Paris, donc des endroits sans extraction, donc tout le modèle, encore une fois, qu'on a essayé de monter chez Click & Saver. Mais justement, tu nous parles de ces clients. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en capacité de nous parler de ta clientèle? Est-ce que tu arrives à savoir à qui tu vends finalement tes produits? En vente directe, oui. Ouais. Donc, et en livraison, non. C'est le plus gros constat que tu fais en livraison, c'est que tu perds la donnée, c'est-à-dire que tu ne sais pas si tu réponds à un jeune couple actif, à une famille, un jeune célibataire. Donc c'est pour moi la première limite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne sais plus exactement à qui tu vends, tu ne peux pas espérer façonner ton offre pour cette personne. Alors après, il y a plein de choses qui ont été mises en place par les plateformes et elles l'ont compris. Ça, c'est pour ça que tu as des systèmes de notation. C'est pour ça. Et en gros, elles essayent de créer cette boucle de feedback que tu as naturellement dans la restauration, mais en gardant le contrôle. Après, il faut rester aussi lucide. C'est-à-dire que tu as beaucoup de restaurateurs qui ne passent pas par des plateformes. Et si tu vas les voir demain et que tu leur demandes c'est quoi ta catégorie de clients, sont incapables parce qu'ils ne collectent pas non plus la donnée. Complètement, ouais. Et donc à un moment donné, il y a la restauration, dans la majorité des cas, à part dans les grandes chaînes, c'est construite avec un petit peu d'instinct, mais pas forcément basée sur de l'analyse de données. Donc finalement, la contrepartie que t'offrent les plateformes en te disant moi je vais pas te dire que ta tranche d'âge c'est 16-35 ans, et ça se trouve demain elles le feront. Mais je vais pas te dire qu'elle s'appelle un tel, mais je vais te dire que finalement ton pad thai là, il plaît beaucoup plus sur cette tranche horaire que celle-là. Là, il a un peu moins plu cette journée-là, un peu moins là. Et donc, tu as une façon de piloter ton business qui est en train de complètement changer. Où tu n'as plus de retour, tu n'as plus personne qui te parle, mais tu as des données. Tu as de la data. Mais je me permets de rebondir. Il y a des boîtes aujourd'hui comme, je pense à Pongo, je pense à ZenChef. Alors, ZenChef, système de réservation pour les restaurateurs, ou Pongo, outil de feed en direct. Tu vois, ces boîtes-là, elles tendent vers la qualification de tes clients. Et finalement, même si j'avais une discussion intéressante justement sur ZenChef qui a mis en place son truc de click and collect son outil de click and collect à destination des restaurateurs, finalement toutes les fiches qui est récupérées qui appartiennent bien entendu au client final. Enfin, tu vois, il y a quand même, on sent aujourd'hui, sans forcément parler du mec qui sort d'école de commerce ou qui a bossé en tant que data analyst ou peu importe, on sent que les restaurateurs sont de plus en plus conscients et accordent de plus en plus d'importance à l'analyse de cette donnée, que ce soit les notations et les feedbacks via les plateformes ou via Google ou via directement les plateformes de livraison, mais aussi via tous ces nouveaux outils qui te permettent de qualifier tes clients, de savoir parce que tu vois, mais il y a un truc rigolo, tu ne peux pas savoir sur Uber Eats ou sur Deliveroo si un mec il commande une fois ou 10 fois par semaine chez toi. Si. Tu peux le savoir. C'est une nouvelle feature. Pardon, de Uber Eats. Non, mais c'est bien. N'empêche que moi je trouve que c'est quand même dingue. Tu le sais pas, mais jusqu'à présent tu le savais pas, mais ça se trouve il y a un gars que tu livres une fois par jour tous les jours de la semaine. Non, ça fait quelques mois maintenant que Uber donne cette information. Deliveroo, je crois, ne le fait pas encore. Mais c'est pour ça où je te dis que petit à petit les plateformes comprennent que c'est dans leur intérêt de donner un maximum de données pour te permettre de t'améliorer. Ouais. Et maintenant que nous, on sait que quand tu sais que le gars il est revenu 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu es aussi tenté de lui mettre un petit dessert gratuit ou un truc comme ça. Donc ils ont aussi intérêt à valoriser ce type de comportement et de l'inciter. Maintenant, Pongo, tout ça, je suis entièrement d'accord, mais il y a une prise de conscience totale. De toute façon, je pense que ça devait arriver, que c'est ce qui se passe dans le secteur de la restauration, c'est passé dans plein de secteurs autrement, l'assurance pour n'en citer qu'un, et que je pense que ça va dans le bon sens. Mais tu auras toujours des gens qui raisonneront à l'instinct. Et encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que tu as deux approches différentes. Tu as le client que tu fais venir chez toi ou tu le fais venir dans ton monde, voilà, c'est l'approche des grands chefs, c'est je te fais voyager, je t'amène dans un univers, et tu as l'approche différente qui est je vais chez le client, donc je vais chercher à comprendre quel est son besoin et y répondre directement. Et ces deux visions cohabiteront quoi qu'il arrive. Ouais, du coup, c'est quoi les prochaines marques ? Enfin, c'est quoi les prochains produits phares chez Click & Saver ? Alors, je vais même modifier ma question. Comment est-ce que tu choisis les produits que tu vas développer ? Écoute, il y a plein de façons différentes de le faire. Je t'ai dit, en gros, nous, on a une approche où on démarre toujours par use case. C'est-à-dire que là, on sait qu'aujourd'hui, on a répondu beaucoup à du
comfort food, guilty, c'est-à-dire le risotto, c'est gourmand, etc. Donc on a très envie de faire quelque chose d'un peu plus healthy, on a très envie de faire quelque chose d'un peu plus sportif aussi, c'est un food type qui nous intéresse beaucoup, ce type de choses. Après, il y a des cuisines qu'on a envie de travailler. Je ne le cache pas, la cuisine méditerranéenne en fait partie. Il y a des très belles offres en ce moment qui existent, mais qui ont tout ça que c'est un peu cher, tu vois, et on aimerait bien pouvoir faire quelque chose un petit peu moins cher. Et donc voilà, je vais pas spoiler, mais voilà, c'est potentiellement de la Méditerranée. Ok, tu nous donnes quand même quelques indices là. Oui. Ben, on les prend bien volontiers. Écoute, Jérôme, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette interview. Je viens de me rendre compte que il y a 2 choses que je ne t'ai pas dites avant qu'on commence, parce qu'on va te poser 2 questions. La première, c'est si 2020 était un plat, ça serait quoi pour toi? Je suis obligé de répondre à un risotto. Ouais, j'étais sûr que tu allais dire ça. Ok, un risotto. Mais tu peux nous dire un risotto à quoi? Moi, j'aime beaucoup le risotto basilic burrata. C'est bien gourmand, ça. Bien gourmand. Oui, voilà. Bah, c'est l'année où j'ai pris 10 kilos quand même. Hein. Donc il fallait ça pour l'année 2020. Exceptionnel. Donc oui, non, un pesto, le riz arborio un petit peu mélangé à du pesto et une burrata coulante dessus. Ah, superbe. N'en dis pas plus. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est, écoute, s'il n'y avait pas de frontières, s'il n'y avait pas d'époque, t'aurais aimé avoir qui avec nous aujourd'hui sur le plateau? Une personne qui t'inspire, ça peut être, pardon, c'est vrai que là, ma question était très large. Une personne qui t'inspire, ça peut être un chef, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un musicien, en tout cas quelqu'un que tu aurais aimé avoir avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience. Écoute, il y en a vraiment un paquet, mort ou vivant. Bah, ça, après, c'est peu importe. Non, bah, moi, je suis de culture scientifique, donc moi, si tu me mets un Niels Bohr à table, je suis comme un ange. Mais je pense que il y a quelqu'un, j'aimerais bien parler à des grands entrepreneurs de l'époque actuelle. Quelqu'un comme Musk m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir à quel point quelqu'un comme Musk est en train de changer complètement l'énergie, avec SolarCity et la façon dont on produit de l'énergie et dont on la stocke. Notre rapport au spatial avec SpaceX, notre rapport à la mobilité avec Tesla. Et je suis persuadé qu'un mec comme ça, à un moment donné, va devoir s'intéresser à la food, parce que la food, c'est littéralement à la croisée de tous les enjeux environnementaux, santé, sociaux du prochain siècle, quoi. Eh ben, je pense que tu as complètement raison. Écoute, Jérôme, merci beaucoup d'être venu avec nous sur le plateau de Tomorrow Food. Je te souhaite plein de réussite et j'espère voir naître plein de nouvelles boutiques Click & Saver. En attendant, on commande directement sur les plateformes de livraison. Merci à toi et Merci à très Léo. bientôt. Merci. Salut. Salut.